Ce théâtre a été créé à une époque où il n'y avait ni cinéma, ni radio, ni automobile, dans un fond de vallée, car le train n'allait pas plus loin qu'à Bussan. Passé la gare, il y avait 3 kilomètres de petites routes, et puis c'était la frontière entre la France et l'Allemagne. C'était le col de Bussan. Alors, ce pays était complètement enclavé, et je suis de mon grand-père, industriel, un petit industriel de la région, avait 2 fils qui étaient mon père et mon oncle, et il se trouve que mon oncle était poète. Il avait la passion des lettres, et il avait écrit une pièce avec l'espoir que cette pièce serait jouée dans son village. Je ne sais pas pourquoi, c'est une idée, et je pense que ce théâtre, c'est une histoire de fou, mais c'est une histoire de fou qui a réussi. Et alors, mon oncle avait épousé une jeune comédienne, et il avait surtout mon grand-père, qui était son père, qui était un homme absolument extraordinaire, qui, au lieu de se fâcher lorsqu'il a appris que son fils voulait faire un théâtre, dans un pays perdu, comme ici, où personne n'avait jamais vu un théâtre, on ne savait pas ce que c'était. Il fallait aller à Nancy ou à Épinal, et c'était très loin. Alors mon grand-père a dit à son fils, bon ben je te donne un coup de main. Il y a vu certainement une entreprise de caractère social, car il avait sa petite usine, et vous savez, ici dans les Vosges, autrefois, les gens étaient très pauvres, la vie était très dure, il y avait malheureusement un éthylisme qui sévissait partout, l'alcool était très répandu, surtout par les douaniers allemands qui vendaient de l'eau de vie à 50 centimes le litre, et les gens se jetaient dessus naturellement, et il faut les comprendre, ils n'avaient pas d'autre joie que de boire, et vraiment ils étaient très malheureux, et les illettrés étaient fort nombreux. Alors évidemment, mon grand-père a vu là peut-être une solution pour le pays. Il n'a peut-être pas eu tort. Et alors ce théâtre s'est fait, et contrairement à tout ce qu'on pouvait attendre, ça a été un succès extraordinaire. Imaginez-vous un pays où il n'y a qu'une toute petite route, et un malheureux petit chemin de fer qui vient d'Épinal, et où il n'y a pas de voiture, pas de bicyclette, pas de moto, pas d'avion, rien du tout. Il faut se replacer dans l'époque, vous savez, à cette époque-là, il n'y avait rien. Alors les gens, comment ils ont pris Les la gens venaient à pied, et ils ont, la première année qu'on a fait ce théâtre, c'était une scène extrêmement primitive, qui était dressée au milieu d'un pré, exactement là où nous sommes maintenant, il y avait un pré. Alors là, il y avait une vague scène, qui était très longue, c'était des tréteaux, des planches posées sur des tréteaux, et puis il y avait un pré. Et dans ce pré, il y avait de la place pour 2000 personnes. Il en est venu plus de 2000. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et la première pièce, qui était une pièce basée sur l'alcoolisme, a eu un succès fou. C'est fantastique. Les gens qui n'avaient jamais vu de théâtre, ça a été pour eux une révélation. Et ça a tellement bien marché que l'année d'après, en 1896, mon grand-père, qui avait le nerf de la guerre, a dit, bon, ben on continue. Et on a continué, et chaque année on a continué, et on est arrivé à faire ce théâtre que vous voyez là, qui est maintenant complètement équipé, qui a des dispositifs scéniques tout à fait perfectionnés, et qui a su se faire, pas seulement, parlons pas de clientèle, mais aujourd'hui nous avons des spectateurs qui viennent de Suisse, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Nancy, qui viennent d'Épinal, et qui viennent de toutes les villes d'eau de l'Est, et Dieu sait s'il y a des villes d'eau dans notre région, et ces gens nous encouragent à continuer. Et Dieu sait s'il y a de l'eau aussi en ce moment. Ah là là. Et puis il n'y a pas que de l'eau, il y a des difficultés terribles. Il y a des difficultés de... vous savez, ça coûte très cher, le moindre spectacle coûte un prix fou. On n'a jamais cherché à faire de l'argent avec ce théâtre. C'était le but du grand-père et de mes parents et de mon oncle. C'était purement idéaliste. Il n'y avait pas d'autre pensée que celle de faire en sorte que le pays se retrouve un petit peu et se montre un peu à l'extérieur. Eh bien, les difficultés sont énormes parce qu'il faut de plus en plus d'argent. Alors on fait tout ici. On fait les décors, on fait les costumes, on fait la mise en scène, on fait absolument tout. Et alors pendant des années, mon oncle et ma tante se sont occupés de ce théâtre. Après eux, ça a été Richard Wilm, Pierre Richard Wilm, qui a été, comme vous le savez, une immense vedette de cinéma et qui n'a jamais accepté de quitter Bussan pour aller faire autre chose et qui est toujours revenu avec une fidélité extraordinaire et qui maintenant se repose. Il ne vient plus nous voir, mais on sait très bien qu'il n'en a plus la force. Nous avons actuellement un directeur, si vous voulez, artistique, qui est Tibor Egervari et qui prend la relève. Frédéric Potcha, vous n'avez jamais voulu prendre la suite de votre oncle et de votre père, c'était à écrire des pièces aussi pour le Théâtre du Peuple? Et puis pour jouer, parce que j'ai joué sur ce théâtre, comme ma sœur, comme mes frères, comme toute la famille. Toute la famille a joué. Ma mère était souffleur, tiens, ça, je vous le dis en passant, parce qu'elle était protestante, est née en Alsace, et on n'aimait pas beaucoup dans les milieux protestants de l'époque
qu'une jeune femme monte sur une scène. C'était pas convenable, vous vous rendez compte? Alors elle a dit, ah non, moi je peux pas faire ça. Alors on lui dit, mais enfin, il faut vous rendre utile, vous ne pouvez pas être dans l'archipel Pot-de-Chair comme ça. Alors elle a dit, bon, eh ben, je serai souffleur. Et elle l'a été pendant 35 ans. Et elle a d'ailleurs été très bonne souffleur, parce que moi qui n'avais aucune mémoire, elle me relançait, enfin c'était très bien fait. En tant que chroniqueur judiciaire, vous n'avez pas essayé après d'écrire des pièces par la suite? Mais si, bien sûr, j'ai écrit autrefois une pièce ici qui s'appelle Le laboureur et ses enfants, qui a été jouée avant la guerre, en 36 ou 37, je me souviens plus très bien. Et puis j'ai écrit une adaptation des Joyeuses Commères de Windsor. Et puis j'en ai écrit d'autres aussi, mais c'est pas la peine de revenir là-dessus. Et puis je pense à une pièce qui serait la suite d'une pièce de mon oncle et qui s'appellerait Le lundi de la Pentecôte, deuxième époque. La première époque étant 1894. La seconde serait 1982 ou 83, je ne sais pas encore. Voilà. Alors, vous voyez, comme nous apprécions en ce moment un temps qui se gâte, il va pleuvoir de nouveau, ce qui est habituel chez nous, ce qui ne nous fait pas peur. Parce que vous êtes Vosgien et que vous êtes habitué aussi à la pluie. Oui, bon, écoutez, vous, dans vos Alpes, ça existe aussi, la pluie, non? Bien sûr. Mais pas tant que chez nous, hein. Chez nous, la pluie... C'est une spécialité des Vosges. Ah oui, ça comme spécialité, en fait. Vous savez ce que Jules Ferry, qui est un grand Vosgien, il est né à Saint-Dié, et Jules Ferry, je vous le dis en passant, avait été un ami de mon grand-père, cet industriel de Busan, qui a créé le théâtre. Et Jules Ferry disait, quand il rentrait à Saint-Dié après les séances à la Chambre, au Parlement et ailleurs, il disait, je suis revenu dans ma gouttière natale. Eh bien, c'est tout à fait juste. Je suis né en 1905, comme vous voyez, c'est assez ancien, et je suis né dans la maison où nous sommes en ce moment, qui est à 30 mètres à peu près de l'entrée du Théâtre du Peuple, qui a été créé par mon oncle Maurice Pot-de-Chair. Alors 1905, oui. Ça fait toute une vie. Toute une vie, et une vie où vous avez vu beaucoup de choses défiler devant vous. C'est une vie qui a, enfin, jusqu'à présent, comme j'arrive maintenant au bout, mais quand même jusqu'à présent, je crois que ma vie a été assez bien remplie. J'ai été au collège, non pas à Épinal, mais j'ai été au collège à Tannes, parce que ça s'arrangeait bien pour ma famille. Et puis ensuite, j'ai été à l'école alsacienne, et puis ensuite, j'ai passé 3 ans à l'école des sciences politiques. J'ai fait du droit, bien entendu, et j'ai eu une idée, c'est une idée de jeunesse qui est, et je devais ça probablement à l'environnement dans lequel j'avais passé mon enfance. J'ai absolument voulu faire du théâtre. Et ça, je ne suis pas le seul de la famille. Hein. Nous sommes un certain nombre dans la famille à avoir ce microbe du théâtre dans la peau. Et quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, j'ai absolument voulu faire du théâtre. Or, c'est l'époque où Louis Jouvet est venu à Busan jouer les Faubourgs Scapin. Alors moi, j'étais absolument éberlué par ce Jouvet, que je trouvais prodigieux. Et quand j'ai dit à mon père que je voulais faire du théâtre, mon père, qui était un homme très bon et très généreux, qui comprenait tout, ce qui était rare, dans le milieu dans lequel il vivait, où il évoluait, mon père, au lieu de me dire non, m'a dit, bon, ben, essaye. Alors, je suis parti pour Paris et je suis allé voir Jouvet, qui m'a reçu gentiment, pas trop, mais gentiment quand même, et qui m'a dit exactement ceci, tu veux faire du théâtre, c'est ton affaire, alors tu te fous à l'eau, ou bien tu nages, ou bien tu coules. À toi de voir. Alors, je me suis un peu entêté, et puis j'ai vu qu'avec Jouvet, ça n'accrochait pas tant. Alors, je suis allé voir Pitoïev, et Pitoïev, alors lui, a été admirable. C'était un type, c'est l'homme de théâtre que j'admire le plus, encore aujourd'hui, malgré que ce soit bien lointain. Je crois que personne n'a remplacé Pitoïev. C'était vers quelles années que vous êtes monté à Paris? Écoutez, je suis parti pour Paris, moi, je devais avoir 20 ans. C'est-à-dire en 24-25. Et votre père vous a laissé partir après que vous ayez terminé vos études? Il m'avait même permis de filer un petit peu avant, car je n'avais pas terminé, que je voulais entrer au conservatoire. Naturellement, je n'ai pas pu. Ça valait peut-être mieux. Alors, je suis donc arrivé chez Pitoïev, je crois, en 26 ou 27. Et Pitoïev a été très chic. Il jouait Sainte-Jeanne, le drame de Bernard Shaw, inspiré par Jeanne d'Arc, qui est d'ailleurs une très belle pièce. Et j'ai joué avec Madame Pitoïev, qui tous les jours était condamnée au bûcher, et qui était extraordinaire de jeunesse et d'intensité dramatique, car tous les jours, j'ai vu ça pendant à peu près, oh oui, au moins 200 jours,
J'ai vu 200 fois de suite Ludmila Pitoev pleurer de véritables larmes au moment où il le fallait. Ben, vous savez, il faut le faire. Alors j'ai passé 2 ans avec Pitoev et je me suis aperçu à la fin de ma 2e année, quand Pitoev m'a dit vous devriez faire autre chose. Évidemment, vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas très bon, mais vous n'êtes pas mauvais. Je pourrais vous conserver, mais je ne crois pas que ce soit votre vie. Alors je suis allé ailleurs. En même temps, j'écrivais. J'avais fait jouer des pièces à droite et à gauche, pas très bonnes d'ailleurs. Et je suis revenu au cours de mes séjours de vacances ici, dans cette maison, dans les Vosges, là. J'ai eu envie d'être reporter. Et je me suis mis à écrire un reportage imaginaire sur des faits réels. Il y avait eu des accidents de mines en Sarre, dans la région de la Sarre, dans les mines de la Sarre, et je ne sais pas pourquoi, ça m'avait impressionné, ça m'avait touché, et j'ai décidé de faire un reportage. J'ai repris tous les journaux que j'avais découverts, je suis allé dans la Sarre, j'ai vu les lieux, et j'ai rédigé un reportage en 5 ou 6 numéros, je ne me rappelle plus, je ne me souviens pas, et j'ai demandé à mon oncle, qui était homme de lettres, et qui connaissait pas mal de gens, de me donner un coup de main pour entrer dans un journal. Et je suis entré à l'Œuvre, au journal L'Œuvre, où j'ai présenté le fameux reportage. Il y avait là un chef d'information qui s'appelait Dulac, et un rédacteur en chef qui s'appelait Jean Piot. C'était des gens très gentils, qui m'ont assez bien reçu, puis ils connaissaient mon oncle, alors ça leur a fait plaisir. Et ils ont pris mon reportage. Ils ne l'ont pas publié, mais ils l'ont pris. Et puis on m'a fait entrer aux informations générales du journal L'Œuvre, qui était le grand journal quotidien de gauche de l'époque. C'était un journal radical, mais radical actif, vous voyez. Il y avait des gens très forts, il y avait un bonhomme comme la Fouchardière, qui faisait tous les matins un papier comique qui était très amusant, page 2. Et puis il y avait de grands journalistes, et puis il y avait un certain Henri Janson, qui était très jeune et qui avait un toupet formidable, et qui rédigeait des nouvelles en 4 lignes, dans un style qui lui était propre, et qui plaisait beaucoup aux gens. Il racontait par exemple que rue de Maubeuge, Madame X, 75 ans, rencontre un taxi, elle n'a pas le dessus. Vous voyez, c'était le genre. Alors naturellement, on le corrigeait, mais par moments c'était très drôle. Et puis il y avait toute une série de dessinateurs, de gens qui faisaient des caricatures, des dessins humoristiques. Et là, j'ai trouvé des amis absolument merveilleux. Il y avait Henri Monnier, qui était un grand diable avec un grand nez. Il avait une tête en lame de couteau, il avait des cheveux un peu fous. C'était un prodigieux dessinateur. Il y avait Grove, qui a été une des grandes figures du dessin français, vraiment, enfin, des grands dessinateurs français. Il y avait des gens comme Ferjac, il y avait Cabrol, il y avait il y avait Sennep, que j'ai vu là. Et j'ai appris à ma grande stupéfaction que Sennep, qui a été ensuite le grand dessinateur humoristique du Figaro, était le fils d'un général, ce qui était incroyable. Alors là, j'ai vécu avec ces gens-là pendant très peu de temps parce que j'ai été mis à la porte. Étant donné qu'il y a un garçon très jeune qui s'est présenté et qui était le fils du fondateur du journal, on ne pouvait pas l'empêcher d'entrer quand même. Et comme moi j'étais le dernier entré, on m'a dit mon vieux non, c'est lui qui doit prendre votre place et c'est vous qui devez partir. Je suis parti, j'ai traîné un peu, puis au bout de quelques mois, j'ai trouvé tout de même à entrer au journal Comédien, qui était un journal quotidien de théâtre, de musique, de littérature, d'art, où je me suis merveilleusement plu. Vous obstiniez en fin de compte, Frédéric Potcher. J'étais entêté, puis ça me plaisait, il n'y a pas de doute. Vous étiez mieux fait pour le journalisme dès cette époque que pour le théâtre. Vous avez compris en fait que Pitoev avait raison. J'ai compris que Pitoev avait parfaitement raison. D'ailleurs, c'est pas étonnant de Pitoev, qui était un type qui avait des intuitions. Mais sur le coup, c'était quand même, ça a dû vous faire mal. Oui, bien sûr que ça faisait mal, et quand j'ai quitté Pitoev, je pleurais, c'est vrai, je pleurais parce que ce type était merveilleux, puis sa femme était extraordinaire. Et puis j'ai de nouveau été très ému quand Jean Piot, qui était le rédacteur en chef de l'Œuvre, m'a dit mon petit nom, ça va pas, vous pouvez pas rester, vous comprenez, je suis obligé de vous mettre dehors. Il était plus embêté que moi, je crois. Au bout de 7 ans, Comédia a été acheté par M. Prouveau, qui avait Paris Soir. Lazareff avait fait la fortune de M. Prouveau
car c'est Lazarev qui a fait France-Soir. Il ne faut pas se tromper. France-Soir est devenu en quelques mois un énorme journal, grâce, je crois pouvoir le dire, grâce au génie, véritablement au génie de Lazarev. Moi, je n'ai jamais vu dans ma vie, pourtant bien longue, et dans ce métier, je n'ai jamais vu un homme ayant les intuitions, comment dirais-je, c'est plus que ça même, le flair de l'information comme Lazarev. C'était absolument prodigieux. Une information qu'à l'époque, on n'avait jamais vue. C'était tout nouveau. C'était très nouveau, oui. Il y avait déjà l'Excelsior, qui a un canard qui s'appelait l'Excelsior. Excelsior faisait aussi de l'information illustrée, vous savez, avec des photos. Il y avait la dernière page, il ne comprenait que des photos. Mais alors, avec Lazarev, il a développé ce style journalistique, mais admirablement bien, et tout en gardant une certaine proportion entre la qualité du texte et la qualité de l'image. Si bien que dans les pages intérieures, qui, comme vous le savez, qui ne sont pas de bonnes pages, les pages intérieures ne se lisent pas comme les pages qui sont à droite. Eh bien, Lazarev avait admirablement compris ça, et dans les pages intérieures, il y avait des textes d'académiciens, de savants, de gens qui étaient vraiment importants. Et puis dans la page de droite, qui était celle que lisait tout le monde, il y avait les informations et puis aussi des photos. Alors j'ai donc été reporter à Paris Soir avec Lazarev, et j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé avec Lazarev jusqu'à la guerre. Alors j'ai fait des quantités de reportages. C'est comme ça que je suis allé, j'ai été grand reporter, même, ce qui était déjà très important pour un garçon de mon âge. J'avais 28-30 ans, hein, c'est énorme. Et j'étais grand reporter, je suis allé en Pologne, je suis allé à Danzig, là où il y avait la fameuse histoire de Danzig, je suis allé dans les Sudètes, je suis allé en Bohême, au moment où il y avait la campagne nazie menée par les agents de Hitler en Tchécoslovaquie. J'ai à l'époque parcouru toute la Bohême et toute la Tchécoslovaquie, et j'ai fait des reportages intéressants, importants. Et puis la guerre est arrivée, j'ai été mobilisé, bien entendu, et puis je suis parti, puis j'ai été fait prisonnier. Et je me suis retrouvé en 1940 au Donon, c'est-à-dire à l'endroit le plus septentrional des Vosges, en réalité à 80 km de cette maison, Busson, de ce village. Et quelle ironie! Ah, comme vous dites, oui, c'était plutôt cruel, croyez-moi. Et puis je suis parti à pied, bien entendu, du Donon pour Strasbourg. C'est tout de même pas tellement près. Et ça a été un moment affreusement pénible. Puis nous avons été internés dans une caserne de Strasbourg. Et là, nous avons été de nouveau triés, une fois de plus. Et je suis parti pour la Prusse orientale, où j'ai passé 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai changé de camp. Je suis revenu au fin fond de la Bavière, et puis enfin, de nouveau 6 mois, j'ai été libéré. Comme grand malade, figurez-vous. Je n'étais pas malade du tout. Mais enfin, j'avais réussi à me faire passer pour grand malade, grâce aussi à la complicité d'un médecin français, prisonnier comme moi, et qui m'avait dit « T'en fais pas, je vais te dire ce qu'il faut faire ». Et je faisais ce qu'il me disait, et ça a très bien marché. Je suis revenu de captivité en juillet 41, oui, je crois. Je suis revenu par Lyon, et de Lyon, au bout de très peu de temps, j'ai fait un tour dans les Vosges. Je suis passé par Paris, où j'ai retrouvé ma femme, et je suis parti pour le Midi. Je ne savais pas très bien où aller. Je ne voulais absolument échapper à Vichy. D'autant que j'avais rencontré à Paris, c'est par hasard, absolument par hasard, 2 jours après mon retour de Lyon à Paris, je vais à la Coupole, vieille habitude de jeune homme, à Montparnasse. Et à Montparnasse, tout d'un coup, il y a un bonhomme que je n'ai pas vu de face, mais je l'ai vu trop tard, qui m'a tapé sur l'épaule, il me dit « Alors, Frédéric, comment ça va ?» C'était Paul Marion. Or, Paul Marion, qui avait été un excellent journaliste et un copain, était devenu ministre de l'Information du maréchal Pétain. Vous comprenez que c'était plutôt délicat. Et moi, je ne savais pas qu'il était ministre. Alors, naturellement, « Salut Paul, comment vas-tu ?» etc. Et il me raconte que lui aussi a été prisonnier, mais qu'il est revenu plus tôt que moi, et que le maréchal l'a fait ministre. Alors là, pour moi, ça a été une catastrophe. Parce que moi, je ne voulais absolument pas que les gens de Vichy sachent que j'étais revenu. Parce que je n'avais pas du tout la tripe d'un collaborateur, même doux.
Hein, je n'avais rien de commun avec tous ces messieurs. Alors j'ai caché à Marion beaucoup de choses. Ça m'a gêné parce que je l'aimais bien, au fond. C'était un brave type. Il avait un talent fou, ce Marion. Il a écrit, c'est lui qui a écrit ce fameux ouvrage qui a fait beaucoup d'effets, qui s'appelait « Elle a 10 ans, la Russie rouge ». Il était avec Doriot, il avait viré, enfin, etc. Alors j'ai donc fui Marion. Je suis arrivé à Lyon, où j'ai retrouvé des copains qui étaient au Paris Soir de Lyon. Et de là, j'ai vu que je ne pouvais absolument rien faire, que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas collaborer. Ça, je n'étais pas du tout un héros, mais je n'étais pas un super patriote, comme beaucoup de gens. Mais je ne pouvais vraiment pas collaborer, ce n'était pas possible. C'était contraire à ma nature. Alors je me suis dit, il vaut mieux que je foute le camp. Et j'ai décidé d'aller en Corse, où j'avais un ami. Je suis allé en Corse. J'ai pris le dernier bateau libre de Marseille pour Bastia. Je suis arrivé à Bastia, là je me suis installé dans une petite maison. Vous n'avez pas pris le maquis? Ah non, je voulais... Puis j'étais fatigué, hein, vous savez, la captivité n'avait pas été drôle. La Prusse orientale, ça n'avait rien de gai. Oh, j'en étais sorti depuis à peine un mois, vous comprenez? Alors j'ai loué une petite maison où j'étais très bien et je me suis mis à cultiver mon jardin. Et puis de là, je suis passé à Ajaccio parce que j'ai eu vent, grâce à des amis corses qui étaient des types merveilleux, j'ai eu vent avec ce qui se passait à Alger, où se trouvait De Gaulle, où il y avait un certain nombre de gens, on envisageait un débarquement en Corse. Et on m'a incité à y croire. Et en septembre 1943, effectivement, il y a eu un débarquement allié gaulliste en Corse. Alors j'ai naturellement pris position pour les gaullistes, actifs, parce que j'étais jusqu'à présent secret, mais là je suis devenu actif et visible, et je suis parti d'Ajaccio pour le Moyen-Orient, après un séjour à Alger. Et on m'a demandé à Beyrouth de prendre en main un journal français qui était créé par les gaullistes, dans lequel il y avait le général Catroux, il y avait Jean Gaulmier, il y avait des gens de tout premier ordre. Et ce journal ne s'est pas fait pour toutes sortes de raisons, mais on m'a confié la radio. Et c'est moi qui ai fait fonctionner la radio de la France libre du Moyen-Orient. Alors j'étais très occupé, je faisais des éditoriaux politiques, gaullistes bien entendu, et c'est là que j'ai compris qu'il était beaucoup plus facile de faire un éditorial politique que de faire une chronique judiciaire. Ça, c'est entre nous, mais je tiens à le dire quand même. Alors j'ai fait ça pendant plus d'1 an, jusqu'au moment du débarquement. Puis quand il y a eu le débarquement de Normandie, moi je me suis dit, je n'ai plus rien à faire ici, je rentre. Alors j'ai voulu absolument rentrer, j'ai réussi à revenir à Alger. À Alger, j'ai embarqué sur un bateau hôpital qui rentrait en France. Toulon venait d'être libéré depuis peu. Alors je suis arrivé à Toulon. De là, j'ai pris un train qui a mis 4 jours pour arriver à Paris. C'est vous dire un peu dans quelle situation on était. Et je me suis réinstallé à Paris. J'avais de très mauvais souvenirs de certains moments de Paris Soir. Vous savez, beaucoup de gens disaient, c'est pas Paris Soir, c'est Pourri Soir. Et moi, je voulais pas qu'on dise de moi que je m'étais sali les mains, si vous voulez. Quoique je n'ai absolument, ma conscience était absolument nette, je n'ai absolument rien à regretter, je ne dois rien à personne, et je crois qu'au plan professionnel, je n'ai pas de reproche à me faire. Mais enfin, quand même, Paris Soir n'avait pas de très bonne réputation en 1939, et je ne voulais pas retourner dans ce journal. Bien qu'il y ait eu Lazareff, et que Lazareff soit pour moi, encore aujourd'hui, c'est un de mes maîtres, il n'y a pas de doute. Il était plus jeune que moi, mais c'était un type absolument extraordinaire. Alors j'ai cherché une situation à la radio. J'avais fait de la radio à Beyrouth, j'avais appris mon métier de radio à Beyrouth, et j'ai en effet trouvé, grâce à un homme qui s'appelait Desjardins, et qui était chargé de transformer la radio française, de faire quelque chose qui ressembla plus ou moins à la BBC, qui avait fait tant de choses pendant l'occupation, et on a essayé de créer des sections pour différents pays où il y avait des Français. Et comme j'arrivais du Moyen-Orient, Desjardins m'a dit, bon, ben, vous prenez une section que vous allez organiser, et vous ferez tous les jours 1 heure ou 1 heure et demie d'émission pour le Moyen-Orient. Ce que j'ai fait, non sans difficulté. Alors je passe sur toutes sortes d'incidents, jusqu'au jour où Gaiman, qui était devenu le patron,
après Guignebert, il y avait Guignebert qui était le directeur, Gaiman qui était chef des informations, et Gaiman, que je connaissais très bien, qui avait fait la guerre d'Espagne du côté républicain. Je savais très bien qui c'était, il avait dirigé Regard, il avait été communiste, et puis alors il avait viré de bord quand il y a eu le pacte Staline-Molotov, du moins Molotov-Ribbentrop. Gaiman a dit non, je ne marche pas. Et ça m'avait plu. Moi, je n'étais pas communiste, je n'ai jamais été communiste de ma vie. Et Gaiman était un homme qui attirait la sympathie, qui suscitait la sympathie. Et Gaiman avait été nommé chef des informations radio, et c'est lui qui m'a dit tu vas laisser tomber tes émissions en français vers l'étranger, le Moyen-Orient, et tu vas venir dans le journal de Paris. Et tu vas t'occuper, tu vas prendre quelque chose. Et je lui ai dit, à ce moment-là, je lui ai dit, tu sais, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est la justice. Ah, il m'a dit, bon, ben fais-le. Et j'ai remplacé un garçon qui était très gentil, que j'aimais beaucoup, qui est mort il n'y a pas longtemps, c'est Fernand Pouet, qui était poète, et qui avait fait le judiciaire, mais au fond, ça ne le passionnait pas. Alors, je suis devenu chroniqueur judiciaire, je crois que c'est en décembre 45, ou quelque chose comme ça, et mon premier grand procès, ça a été celui de Fernand Brinon, devant la haute cour de justice de Versailles. Je me suis donc lancé dans cette chronique judiciaire, et parmi les procès qui m'ont le plus impressionné, parlons d'abord des procès politiques, des procès de la haute cour de justice. Il y a eu le premier de tous pour moi, parce qu'il y en avait eu d'autres avant, mais le premier pour moi, ça a été de Brinon. C'était très impressionnant. Il faisait froid, il faisait 2 ou 3 degrés au-dessus de zéro. Dans le palais du congrès de Versailles où on avait fait siéger la haute cour, il faisait un froid, je ne peux pas vous dire, on travaillait vraiment, on tremblait de froid. Hein. Et j'ai vu juger Abetz, là aussi, qui avait été ambassadeur d'Allemagne à Paris, et puis tous les ministres de Vichy. Et puis arrive le procès du maréchal Pétain, en juillet 45, et j'ai assisté au procès de Pétain, qui m'a fait une très profonde impression. Seulement, le temps passe, on oublie, on n'y pense plus, c'est fini. Et comme à l'époque, au point de vue radio, vous savez, on faisait très peu de choses, on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas de moyens, il n'y avait pas de magnétophone, on enregistrait sur des disques souples. Alors c'était d'une complication inouïe. Pour faire se raccorder 2 disques, c'était très compliqué. Alors quand on ne faisait pas du direct, c'était très dur. Mais enfin, quand même, je m'en suis tiré. Et 20 ans après, j'ai revu tout d'un coup, dans le journal officiel, une audience du procès de Pétain. Et je me suis dit, c'est formidable, j'ai oublié tout ça. Et j'ai compris que j'avais tout oublié. Et je me suis aperçu qu'autour de moi, dans ma famille, dans mes copains, des gens qui avaient mon âge, je leur disais, hein, dis donc, qu'est-ce que tu dis du procès de Pétain? Tout le monde dit le procès de Pétain. Personne ne savait ce que c'était que le procès de Pétain. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire un livre, il y a 3 ans, sur le procès de Pétain. Et j'ai découvert, en relisant le journal officiel, les émotions que j'avais eues à l'audience et que j'avais complètement oubliées. Parce que je ne les avais pas analysées et que je n'avais pas eu à les commenter, si vous voulez, dans un journal ou à la radio. Et c'est 20 ans après, Frédéric Potcher, qu'en fin de compte, vous êtes dit, mais c'est un des procès les plus importants auxquels j'ai assisté. Mais c'est en effet, je vais vous dire, c'est un procès aussi important pour nous que le procès de Louis XVI, que le procès de Jeanne d'Arc, enfin. Le Pétain, qu'est-ce que vous voulez, il était chef de l'État. Il a été chef de l'État quand même pendant 4 ans, et c'était, moi je n'ai jamais été pétiniste de ma vie, ça pour moi c'est pas possible, j'étais résistant et gaulliste, mais Pétain est un homme qui m'a impressionné. C'est un homme qui avait une présence et une prestance absolument extraordinaire. Et son attitude à son procès, un procès d'ailleurs qui entre nous a été complètement raté, très mal fait, très mal préparé. L'instruction a été bâclée, mais dans des proportions extraordinaires. Le procureur général Mornay a eu une attitude très théâtrale peut-être, mais qui ne rejoignait pas souvent la vérité. Bref, ça a été un mauvais procès. Mais c'est justement, il faut savoir comment Pétain a été jugé. Parce que c'est très important. Et c'est ce que j'ai voulu montrer en faisant un livre que je crois absolument objectif, car tout ce qui est dans mon bouquin est conforme à la vérité. En dehors de ces procès
de cour de justice ou politique, il y a eu toutes les affaires sur l'Algérie aussi que j'ai suivies, mais ça je laisse tomber, sauf le procès de Salan qui a été effrayant, effroyable, abominable. Alors après ça, il y a les procès criminels, les affaires de cour d'assises, les grandes affaires de cour d'assises. Alors là, je n'hésite pas à dire que après Dominici, il n'y a plus rien. Vous comprenez? L'affaire Dominici, c'est quelque chose de prodigieux. C'est quelque chose de prodigieux. Et ceux qui n'ont pas vécu l'époque et l'audience ne peuvent pas se rendre compte de ce que c'était que la famille Dominici. C'était vraiment... Et ce bonhomme, lui-même, le vieux, était un type d'une puissance extraordinaire. Ça a été un prodigieux procès. On avait l'impression qu'on vivait comme dans une tragédie grecque et qu'on était les témoins d'une tragédie grecque, vous comprenez? C'était, je vous assure, ça a duré 14 jours pendant lesquels vraiment on n'arrêtait pas, quoi, vous comprenez? Et c'était prodigieux. Alors ça a été un très grand procès. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Marguerite Marty, il y a eu Marie Bénard. Les 3 procès de Marie Bénard, c'est quelque chose d'inimaginable. J'espère que ça ne recommencera plus. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai à peu près la conviction que Marie Bénard était innocente. On a fini par l'acquitter après 3 procès épouvantables. Et ce n'était que justice, car elle méritait cet acquittement, je crois. On parle de l'histoire à travers des faits, des guerres, etc. Mais en fait, les procès, c'est aussi l'histoire. Et à travers les procès, ce sont des époques qui s'écoulent et dont on peut, à travers, par exemple, toute une série de procès qui ont eu lieu de 1945 à nos jours, on pourrait retracer toute l'histoire de la justice, mais aussi de la France. Mais certainement, nos mœurs se sont décrites et sont, comment dirais-je, projetées par ces audiences de justice qui mettent en évidence un aspect quelconque, quelquefois très important, de notre vie, de notre manière de vivre, de notre manière de juger et de penser, vous comprenez? Il est certain que, mais prenez même des exemples dans l'absolu, prenez par exemple le vol. Le vol n'a plus les mêmes paramètres qu'autrefois. Autrefois, il y a 25 ans, quand un bonhomme volait une bicyclette, on le mettait en prison. Aujourd'hui, on ne le met plus en prison. Tout change, tout évolue. Or, la justice marque l'évolution de nos mœurs. Elle est toujours un peu en retard sur les mœurs, forcément. Hein, mais elle suit l'évolution de nos mœurs. Et c'est pour ça que, certainement, la justice, c'est passionnant. Puis alors, il y a une chose qui m'intéresse, moi, beaucoup, c'est que, au fond, quoi? En quoi ça consiste, la justice? Ça consiste à trouver la vérité. Hein? Oui ou non, cet homme a-t-il tué, volé, menti, etc., etc. Eh bien, la recherche de la vérité, c'est un sujet passionnant. C'est le sujet qui a fait vivre Pirandello. C'est le sujet de Don Juan, même, vous comprenez? C'est le drame de la vie, c'est la tragédie de l'homme. Eh bien, ça, moi, je le vis avec intensité. J'aurais aimé être un grand avocat. Pas un petit avocat, parce que c'est pas intéressant. Mais un grand avocat, c'est merveilleux. Quand on est un grand avocat et qu'on arrive à, comment dirais-je, à percer le drame, hein, et la misère humaine, c'est passionnant. Et puis ça peut être très utile. Je reconnais d'autre part que le métier de juge aussi est très intéressant. Le métier de juge d'instruction est un métier que j'aurais aimé faire. Et je comprends que beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui aient envie de devenir juge d'instruction. Parce que le métier qui consiste à voir si un tel est coupable ou pas coupable, c'est passionnant. Et puis c'est un homme qui a un pouvoir immense, le juge d'instruction. C'est un monsieur qui a le droit de vous mettre en prison. Ils ne sont pas très nombreux à pouvoir le faire. Il y a le procureur et lui, c'est tout. Mais c'est un très grand pouvoir et en même temps une énorme responsabilité. Mais c'est vraiment le propre d'un homme, vous comprenez, d'un homme ou d'une femme, puisque nous avons des femmes juges d'instruction qui sont particulièrement remarquables, comme vous savez. Eh bien, c'est vraiment le propre de l'homme de pouvoir ainsi marquer la place de l'homme dans la cité et dans la civilisation moderne. J'ai connu pas mal de gens, de magistrats qui avaient condamné des gens à mort. Enfin, c'est pas eux qui condamnent à mort. Qui est-ce qui condamne à mort? C'est les jurés. Or, le procureur propose. Le procureur, c'est son métier de dénoncer. Hein. Il défend la société. Et à ce titre, il demande la condamnation d'un individu qui est nuisible à la société. Il est évident qu'un criminel, il vaut mieux l'écarter. Eh bien, le devoir du procureur, car c'est un devoir,
c'est de montrer tout ce que cet homme peut avoir de dangereux et de le mettre à l'ombre. Au besoin même, moi je suis contre la peine de mort, ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je suis contre la peine de mort depuis que j'ai assisté à une exécution. Et jamais personne ne me fera comprendre que la peine de mort est nécessaire. Pour moi, elle n'est pas du tout nécessaire. Il faut seulement modifier nos méthodes. Il faut modifier notre système, qui n'est pas très bon. Notre système pénitentiaire est mauvais. Il faut trouver d'autres solutions pour régénérer les gens. Il y a des gens qui ne sont pas régénérables. Il y a des gens qu'on ne peut pas laisser en liberté. Ça, c'est vrai. Mais combien y en a-t-il sur les 30 ou 32 000 détenus? Parce que depuis le nouveau gouvernement, on a libéré beaucoup de gens. Moi, je dis qu'on a bien fait. Je dis qu'on a bien fait. Et il faudrait que tout de même, on sache que dans les prisons, il n'y a pas que des criminels. Dans les prisons, vous avez des gens qui sont condamnés à 15 jours, à 1 mois. Vous comprenez? Et ces gens-là ne sont pas plus mauvais que vous ou moi. Ils ont fait une bêtise, c'est d'accord. Mais croyez-vous que personne ne fasse des bêtises? Tout le monde en fait. L'homme est faillible, il n'y a aucun doute. Alors, je trouve que des choses comme la peine de mort sont... Le nouveau gouvernement est hostile à la peine de mort. Je connais bien le ministre de garde des Sceaux, Maître Badinter, Robert Badinter, qui est un très grand avocat. Hein. Il est si grand avocat qu'on lui en a voulu de ne pas avoir laissé des gens guillotiner d'autres. Ça, c'est leur affaire. Mais ce que je voudrais vous dire à propos de votre question, j'ai connu, après des peines de mort, après des condamnations à mort, des magistrats qui non seulement ne regrettaient pas que des gens qui avaient commis de graves infractions soient condamnés à mort, mais ils approuvaient, ils trouvaient que le juré avait eu raison, que les jurés avaient eu raison de condamner à mort. Lui, remarquez, le président, dans ces cas-là, il fait partie du jury, lui aussi. Donc il est juré. Mais ce n'est pas lui qui décide. Il faut une majorité. Alors sur 12 jurés, il faut qu'il y en ait les 2 tiers qui soient pour la peine de mort, et ce sont les 2 tiers qui l'emportent. Quelquefois, les 2 tiers sont contre. Mais Frédéric Potcher, dernièrement, il y a eu des histoires, des faits qui sont arrivés il y a quelques années à propos de la peine de mort, où il y avait eu des assassinats, des viols, etc. Et il y avait une montée de l'opinion publique à travers les journaux, à travers la presse, qui disait il faut la peine de mort, il faut, etc. Et les jurés sont faits, puisque les jurés, en fin de compte, c'est un commerçant, c'est un monsieur qui est dans la rue. Écoutez, ça, c'est... Vous comprenez, vous soulevez là un problème absolument terrible. On n'a rien trouvé de mieux, pas seulement chez nous, mais partout, que de demander à des jurés de décider du sort d'un individu. Bon. En France, actuellement, la loi qui existe depuis Vichy, car ce sont ces messieurs de Vichy et le maréchal en tête qui ont décidé de réduire les jurys de 12 à 9 et de remplacer les 3 manquants par les 3 magistrats du siège, c'est-à-dire le président et les 2 assesseurs. Ils ont donc, on a donc décidé, comme partout ailleurs, que les 9 jurés civils plus les 3 jurés magistrats décideraient du sort d'un homme. Ça, c'est le système tel qu'il est appliqué partout. Moi, je ne crois pas que ce soit un bon système. Et on s'en aperçoit tous les jours, ou enfin assez souvent, et on voit par exemple des pays comme l'Italie qui sont en train de modifier le système et qui admettent maintenant qu'on puisse faire appel d'une condamnation à mort parce que les jurés se trompent. Remarquez que chez nous aussi, ils se sont trompés bien des fois. On ne le sait pas tout de suite, mais on le sait après. D'où ces horribles erreurs judiciaires, comme j'en ai vu 3, moi, parmi d'autres, parce qu'on croit qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire, ce n'est pas vrai. Il y a de grosses erreurs judiciaires au moins une fois tous les 5 ans, à peu près 5-6 ans. C'est pas beaucoup si vous pensez au nombre de gens qu'on juge, car vous savez qu'en France, la moyenne des dossiers ouverts en France à tous les niveaux, hein, depuis la simple police jusqu'à la cour d'assises, est d'environ 3 millions de dossiers par an. Alors il y a, je ne sais pas combien, je crois qu'il y a 6 ou 700 sessions de cour d'assises en France, à peu près. Soyons modérés, admettons qu'il y ait tous les ans 300 ou 400 procès aux assises, pour toute la France. Bon. Sur les 300 ou 400 procès, est-ce qu'on ne se trompe jamais? Si.
Il y a des gens aux assises qui sont condamnés à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et il y en a qui sont acquittés. Car quelquefois, tout d'un coup, la vérité se fait. Et elle se fait à l'audience comme elle a pu se faire chez le juge d'instruction. Alors à ce moment-là, on dit, bah tiens, on s'est trompé, on va relâcher un tel et un tel. Savez-vous que chaque année, on relâche de nos prisons environ 300 à 400 personnes qui ont été enfermées pendant 2 ou 3 ans, depuis le moment où on les a arrêtés, jusqu'au moment où le juge se dit, mais voyons, maintenant que j'ai entendu les témoins, que j'ai entendu celui-ci et celui-là, je m'aperçois que le nommé un tel, au fond, n'est pas coupable. Ça arrive, ça. Et tout le monde est de bonne foi. Alors on relâche le type en question. Il n'empêche que le type en question, ainsi que je le nomme, est un monsieur qui a quelquefois passé 6 mois en prison. Ben, vous savez, c'est pas gai. Hein. C'est traumatisant, même. Ben, comment c'est terrible. C'est absolument terrible. L'état de nos prisons n'arrange pas les choses, vous comprenez, parce que il faut voir un peu dans quel état sont certaines prisons. Il y en a quelques-unes où ça peut encore aller. On cite toujours les mêmes. Fleury-Mérogis, qui est une prison modèle. Oui, mais qui n'est pas une bonne prison. Car Fleury-Mérogis, on y a tout automatisé, comme vous savez. On a mis des dispositifs de télévision dans les cellules pour voir ce que fait le bonhomme. Il y a des caméras un peu dans tous les coins. Mais c'est particulièrement terrible, ça. Il n'y a plus de vie privée du tout. Il n'y a plus de vie privée du tout. Et le bonhomme est complètement seul. Et il sait qu'on le voit. Il sait qu'on le regarde. Et il ne peut rien faire. Et il ne peut pas s'expliquer. Parce qu'il est dans le fond d'un couloir, dans le fond d'une cellule. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le vide complet autour de lui. Mais en même temps, il sait qu'il y a quelqu'un qui le voit. Et qui peut suivre tous ses gestes. C'est épouvantable. Cher, pour terminer cet entretien, l'apparition d'éducateurs spécialisés, est-ce que, à travers la justice, qui agissent quand même de leur côté, est-ce que c'est quelque chose de bon pour les prisonniers Bon, alors ma réponse sur ce point est basée sur de l'expérience. On a basé les éducateurs sur ce principe qu'il faut essayer de réinsérer les détenus dans la vie courante, dans la vie ouverte. Il faut que les gens qui viennent en prison, et très souvent chez les jeunes, c'est épouvantable à constater, moi je l'ai constaté, vous avez des quantités de garçons qui ont entre 16 et 25 ans, qui ne savent rien. Ils savent à peine écrire leur nom, ils n'ont aucune notion d'une vie professionnelle quelconque, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de famille, personne ne les a élevés, ou alors ils ont été élevés dans de telles conditions que ça ne peut pas s'appeler une éducation. Alors on voudrait que ces garçons-là soient impeccables, hein, ne commettent aucune faute contre la morale, mais c'est pas concevable. Alors il y en a qui sont de bonne nature et qui ont beau être en prison, qui se régénèrent, qui se refont, qui apprennent quelque chose en prison. Et c'est pour ça que là, vous avez le rôle très important des éducateurs, qui sont des gens qui, quand le contact se fait, quand le courant passe, si vous voulez, entre un éducateur et un détenu, on arrive à des résultats sensationnels. Moi, je connais des cas absolument prodigieux de retournement complet de personnalité, où un bonhomme qui est entré en prison, même pas tellement jeune, hein, ou des gens qui sont entrés en prison vraiment avec un état primitif, si vous voulez, malfaisant, ne pensant qu'à détruire, à briser des gens qui en veulent à l'humanité tout entière. Pour empêcher les autres d'avoir une vie normale. Eh bien, moi, je connais des cas de ces gens qui ont été complètement régénérés, hein, et replongés dans la vie active après X années de prison, et qui sont devenus des gens très bien. Alors, il y a un autre personnage très important, dont le rôle n'a pas été tellement bien défini, c'est le rôle du juge d'application des peines. Le juge d'application des peines a été créé par le général de Gaulle, il ne faut pas l'oublier, en 59. Parce que le général de Gaulle a pensé, sur les conseils d'un certain nombre de gens de métier, que l'administration pénitentiaire devait avoir dans son sein des magistrats, des gens habitués à juger, pas seulement à punir, mais à juger, et qui soient capables de dire, tiens, celui-là, on peut faire quelque chose, celui-là, on ne peut rien faire. Celui-ci a une peine trop douce, celui-ci une peine trop dure. Alors on a créé ces juges d'application des peines, mais pour faire un juge, il faut des années et des années. Or, on s'est imaginé à l'époque
qu'avec des gens qui avaient été, je ne sais pas moi, contrôleurs de quelque chose en Algérie par exemple, ou des gens qui avaient été militaires, officiers, et qui brusquement se trouvaient réduits à l'état de civil, pouvaient être du jour au lendemain juge d'application des peines. C'est une folie. On n'est pas juge d'application des peines comme ça, parce qu'on le veut bien. Vous savez, vous avez des quantités de jeunes professeurs qui, au bout de leurs études, ne sont pas encore tellement qualifiés pour être professeurs. Alors on voudrait que ces gens deviennent à la fois, et le sens de la fraternité, imposer une discipline, imposer un certain niveau, si vous voulez, d'éducation et de formation. Ça se fait pas comme ça. Frédéric Potcher, en fait, à 76 ans, c'est toujours l'enthousiasme